va donner la parole maintenant à Stéphanie Pinel-Jacquemin, qui va nous parler du qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la théorie de l'attachement entre 69-18 et 2018. Voilà. Donc 1969-2018, quoi de neuf sur la théorie de l'attachement? Ça va faire 50 ans l'année prochaine qu'est paru le premier tome de la trilogie Attachement et perte, donc proposé par John Bowlby, le psychiatre anglais qui a développé cette fameuse théorie de l'attachement. Donc ça fera 50 ans l'année prochaine. En France, la traduction du premier tome est arrivée en 78. Donc on peut fêter les 40 ans. Donc je vous propose en fait de revenir rapidement sur les grands principes de cette théorie, pour ceux pour qui c'est encore un petit peu loin. Et puis je vous montrerai en fait comment on a glissé du focus qui était celui de John Bowlby sur la dyade mère-enfant à finalement l'ensemble du système familial. Et ensuite on parlera des effets des mutations sociétales sur la qualité du lien d'attachement parent-enfant, avec notamment la fragilisation des couples conjugaux, quel impact ça peut avoir, et l'envahissement des écrans en fait, dans nos vies. Comment est-ce que ça se répercute sur ce lien parent-enfant? Alors par rapport à la théorie, elle stipule en fait que quand l'enfant est dans une situation de détresse, ça va activer chez lui un système d'alarme qui va enclencher son système d'attachement. Ce système d'attachement, c'est un ensemble de comportements qui sont innés chez l'enfant et qui vont le pousser en fait à chercher à établir une certaine proximité avec la personne qui s'occupe de lui régulièrement, qu'on appelle la figure d'attachement ou le caregiver. Et cette recherche de proximité, ça va activer chez cette personne, chez cet adulte qui prend soin de l'enfant, son système de caregiving. Ce qui fait qu'il va être en mesure, théoriquement, d'apporter la proximité et le réconfort dont l'enfant a besoin. Et ce faisant, ça va désactiver donc, le système d'attachement de l'enfant qui va du coup, qui va du coup pouvoir retourner à son exploration. Donc l'attachement en fait est défini par John Bowlby comme étant un besoin social et primaire pour l'enfant d'entrer en relation avec autrui quand il est en situation de détresse pour assurer sa sécurité et pouvoir ensuite explorer son environnement. Et ce qui est vraiment important, ce sont ces deux pôles, à la fois de protection et d'exploration, qui vont pas l'un sans l'autre. Il faut que l'enfant se sente protégé pour qu'il puisse ensuite explorer. Donc l'enfant va développer un lien d'attachement qui va être ou sécurisé ou insécurisé, et selon John Bowlby, ça va dépendre des caractéristiques de la figure d'attachement, qui doit se montrer sensible à sa détresse, qui doit comprendre qu'il est en situation de détresse, qui doit pouvoir interpréter ses signaux, et j'insiste beaucoup là-dessus, être disponible psychiquement, et ensuite être capable de répondre à ses besoins. Quand ces caractéristiques-là sont présentes, on peut envisager le lien comme étant un lien sécurisé. Dans le cas contraire, il sera insécurisé. Donc progressivement, au gré en fait, des expériences relationnelles que l'enfant va avoir avec ses figures d'attachement, il va développer ce qu'on appelle le modèle interne opérant. Donc c'est un mot un peu compliqué, MIO, qui constitue en fait un schéma mental qu'on a tous intégré en nous, et qui est un schéma mental en fait de soi comme étant digne d'amour et de soins, et des autres. Est-ce qu'on peut compter sur eux ou pas? Et ce schéma mental est très important parce qu'il va guider en fait tout au long de notre vie nos attentes vis-à-vis des autres et nos comportements vis-à-vis d'eux. Alors là, on touche déjà à la première évolution du modèle. Pour John Bowlby, en fait, la mère, c'était la figure d'attachement principale, et toutes les autres figures d'attachement étaient des figures d'attachement secondaires. Donc pour John Bowlby, le MIO, c'était le MIO qui était créé avec les relations que l'enfant avait avec sa mère. Il n'y en avait qu'un. Donc c'était un modèle hiérarchique en fait de ce fameux MIO.
D'autres auteurs ont ensuite proposé et justifié expérimentalement 2 autres modèles, un modèle intégratif et un modèle indépendant. Le modèle intégratif, c'est l'idée que les différents modèles qu'on va acquérir pendant l'enfance vont se fédérer en un seul modèle interne opérant. Et c'est le compromis de l'ensemble de ces MIO qu'on a eu dans l'enfance qui va ensuite nous servir de schéma mental. Alors que le modèle indépendant, lui, il postule en fait que donc on acquiert différents MIO avec des figures d'attachement et elles vont rester spécifiques à chacune de ces figures, mais elles vont être réactivées en fonction des réactions des différents autrui qu'on va rencontrer. Donc tous ces modèles ne sont pas exclusifs les uns des autres. On n'a pas encore complètement fixé les choses pour dire en fait si l'un est privilégié par rapport à un autre et dans quelles circonstances. Donc, par rapport à l'évolution de la théorie de l'attachement, dans les années 50, s'est développée cette théorie par John Bowlby, et on est dans l'après-guerre, dans l'après-seconde guerre mondiale. Les rôles éducatifs parentaux sont très déterminés et très genrés. La mère s'occupe des soins de l'enfant, le père s'occupe de ramener des revenus dans le foyer. Donc c'est assez naturellement que Bowlby et ses acolytes se sont centrés sur la dyade mère-enfant. Dans les années 60, puis 80-90, avec l'ouverture du marché du travail aux femmes et la transformation du rôle du père, on va s'intéresser en fait au père comme figure d'attachement, et donc on va centrer ces études sur la dyade père-enfant, en constatant d'une part que oui, le père peut être une figure d'attachement, et ensuite il y a des auteurs qui se sont interrogés sur la pertinence d'utiliser les mêmes outils en fait que pour la mère. Est-ce que c'était raisonnable ou pas? Et d'autres ont proposé en fait que ce lien d'attachement père-enfant, il se fasse pas non sur le pôle protection, si vous vous souvenez, les 2 pôles dont j'ai parlé tout à l'heure, protection, exploration. Donc ce lien d'attachement père-enfant se ferait plutôt du côté du pôle exploration. Et donc l'enfant rechercherait de la stimulation auprès de son père dans un contexte de jeu, là où il rechercherait le réconfort et la protection dans un contexte de soins auprès de sa mère. Ça va, vous me suivez? Ok, on continue. Alors, dans les années 90, on a eu des propositions qui ont été faites de tenir compte de l'ensemble du contexte écologique dans lequel l'enfant se développe. Et la question s'est posée aussi de la non-concordance d'attachement, par exemple, dans une même fratrie. Pourquoi est-ce qu'un frère et une sœur, ou 2 frères, ou 2 sœurs, n'ont pas la même qualité du lien d'attachement avec une même figure d'attachement, alors qu'elle a les mêmes caractéristiques pour les 2 enfants. Donc là, on a senti la nécessité aussi d'élargir le focus qui était centré sur la mère-enfant à l'ensemble du système familial. Et il y a eu pas mal de propositions théoriques qui ont été proposées. Ce matin, j'entendais parler par Serge Esco de ces familles, par exemple des engagés donc, qui ont un attachement évitant. Voilà, ça c'est une proposition théorique. On a pu ensuite aller plus loin grâce au développement des outils statistiques et des méthodes d'équation structurelle, notamment. Et donc, on a pu proposer ici à Toulouse d'étudier statistiquement l'influence conjointe de l'ensemble des sous-systèmes intrafamiliaux. Donc, je rappelle que ces sous-systèmes sont le sous-système transgénérationnel, conjugal, coparental, parent-enfant et fraternel. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait eu des études qui avaient été faites sur l'influence d'un sous-système sur le lien d'attachement. Nous, on a étudié l'influence conjointe et effectivement, il est ressorti que chacun des membres de la famille se saisit de certaines composantes, elles sont différentes, dans la dynamique familiale pour assurer sa sécurité dans le système familial. Et le deuxième résultat qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a 2 composantes en fait, de la dynamique familiale qui sont transversales, qui concernent tous les membres de la famille. C'est l'alliance parentale, et en particulier celle perçue par le père envers l'aîné, c'est-à-dire comment le père se sent soutenu dans son éducation par rapport à son aîné, comment il se sent soutenu par la mère. Et ça rejoint la théorie du poids conjugal qui montre que quand les parents sont capables de fonctionner en équipe, ça favorise un meilleur contexte émotionnel et affectif dans la famille, et ça permet un meilleur fonctionnement
de la régulation des émotions. Et puis la deuxième composante qui était vraiment intéressante, c'est la sécurité familiale de chacun des membres. Tout à l'heure, on parlait de famille ressources. C'est comment est-ce que chaque membre peut compter sur la famille, en fait, comme d'une base de sécurité. Et nous, on s'attendait à ce que l'attachement de chaque individu pris individuellement favorise sa sécurité familiale. Or, c'est l'inverse. C'est d'abord la sécurité familiale qui peut permettre de prédire ensuite la sécurité des individus. Donc, il me reste, je ne sais pas combien de temps. J'aborde la troisième partie, donc je pense qu'on est bon. Par rapport aux mutations sociétales, donc... D'accord, je vais faire plus vite. Donc la fragilisation des couples conjugaux, ça c'est malheureusement pas nouveau, mais ce qui est un petit peu plus récent, c'est la prise de conscience de la nécessité de maintenir en fait cette fameuse équipe parentale, que les parents soient capables de se mettre d'accord sur toutes les décisions qui concernent l'enfant et qu'ils montrent une certaine flexibilité face aux aléas du quotidien. Donc ça, c'est un facteur de protection pour l'enfant. Évidemment, c'est pas valable dans tous les couples et dans toutes les familles. Il y a certains couples qui ont un dialogue difficile, voire conflictuel. Et on sait aussi qu'un certain nombre d'enfants ne vivent plus vivent exclusivement chez un seul de leurs parents et ne voient, en l'occurrence ici, leur père que rarement ou jamais, ce qui peut conduire au délitement en fait, du lien avec le père en particulier. Donc, en situation de conflit, l'impact sur le lien d'attachement va dépendre à la fois de la nature des conflits. Est-ce qu'on va avoir des conflits voilés ou ouvertement déclarés? Dans les deux cas, ça peut constituer une menace pour l'enfant. Donc, en fonction de la menace ressentie par l'enfant, de ses capacités d'élaboration, qui seront aussi fonction de son âge, et de la place psychique faite par le parent gardien aux parents non gardiens. Comment est-ce qu'il l'intègre en fait dans les décisions et dans la vie au quotidien de l'enfant. Je passe. Alors, par rapport à l'envahissement des écrans dans nos vies, il n'y a pas d'études qui font le lien entre les écrans et le lien d'attachement. On en trouve davantage qui font le lien entre la qualité d'attachement et les écrans. Quel type d'attachement on a quand on est addict, par exemple, à Internet, au téléphone portable ou aux jeux vidéo. On a aussi quelques études sur l'impact des écrans sur les problèmes développementaux, comme les troubles de l'attention, du langage ou du sommeil. Bon, je passe là-dessus. Là, je vous avais mis des grands titres de journaux assez alarmants en fait, sur la nocivité des écrans sur le développement des jeunes enfants, la menace pour leur santé. Est-ce que laisser les enfants devant les écrans est préjudiciable? Et puis l'étude qui va dissuader d'exposer vos enfants aux écrans. Donc on a tous vu ça. Et ces grandes manchettes alarmantes sont apparues à partir de la parution du rapport de l'Académie des sciences sur les écrans et les enfants. Et puis, elles ont été exacerbées par la tribune qui est parue en mai 2017 dans Le Monde et qui a été ensuite accompagnée d'une vidéo sur YouTube de 2 médecins de PMI, donc Annelise Ducanda et le docteur Serras, qui ont alerté sur les dangers d'une utilisation excessive par les enfants de moins de 4 ans, mais surtout qui ont fait le lien en fait, avec les troubles du spectre autistique. Donc, je vais revenir là-dessus dans une minute. Par rapport à la consommation inappropriée, c'est vrai que les dernières études montrent que les enfants de moins de 6 ans passent 4h37 par semaine sur Internet. Et si on cible que les moins de 3 ans, on voit qu'ils passent 1h15 en fait, par semaine sur les écrans. Alors le plus embêtant, c'est surtout qu'on constate que près d'un tiers en fait, le font seuls. Ils sont seuls sur leurs écrans et en plus c'est en nette croissance. Alors bien sûr, il faut différencier les usages. Je vous ai mis ici deux types d'utilisation. La première sur la ligne du haut, c'est une utilisation individuelle où vous voyez à gauche un bébé qui est happé par la lumière de l'écran et qui, évidemment, l'utilise de manière très passive, alors qu'à droite, il l'utilise comme n'importe quel objet en le découvrant avec ses sens.
Donc là, on peut déjà imaginer qu'il y aura des conséquences un peu différentes. Par rapport à l'usage collectif, en bas à gauche, vous avez des enfants qui sont chacun vissés sur leur écran, sans aucune interaction entre eux, et qui donc l'utilisent en parallèle, alors qu'à droite, vous avez des enfants qui interagissent en étant donc dans le collectif, et en même temps, on peut imaginer qu'ils vont développer par exemple des compétences sociales, attendre leur tour pour utiliser l'écran, etc. Donc avec des vertus un peu plus importantes que dans le cas, dans le premier cas. Alors, je ne sais pas du coup si je peux parler des troubles du spectre autistique, c'est horrible. Très rapidement, il y a une opposition entre ceux qui prétendent qu'il y a des liens et ceux qui affirment qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Et on a un rapport de la Haute Autorité de la Santé qui vient de paraître là en février, qui confirme qu'il n'y a pas de preuves scientifiques pour établir un lien entre les deux. Donc c'est dommage, je voulais vous parler du lien entre les précipitations et les TSA, mais ce sera pour une autre fois. Alors, par rapport à la théorie de l'attachement, donc je vous disais, il n'y a pas d'études, mais il y a des études qui peuvent nous apporter des éléments de réponse. Alors, je passe sur celle-là. Celle-là me paraît plus importante. Donc, l'attention clivée, c'est quand les parents sont sur leur écran et qu'ils interagissent avec leurs enfants. On parle aussi de distraction, d'absence dans la présence, de fragmentation comportementale ou de technoférence pour l'inférence des technologies donc dans la vie des parents. Donc vous imaginez, les parents sont sur leur écran, ils sont en train de faire quelque chose, ils ont leur attention qui est bien concentrée dessus, et en même temps, ils parlent à leur enfant ou ils essayent de régler des problèmes avec eux. Donc là, des auteurs ont fait le parallèle avec la fameuse expérience du visage impassible, où, enfin, je ne raconte pas, vous connaissez, donc toutes les conséquences que ça peut avoir sur le manque d'étayage pour l'enfant et l'effondrement interne. On a aussi des études qui montrent que ces parents qui sont sur leur écran ont une capacité à répondre à l'enfant qui est amoindrie. Et plus grave ou aussi grave, les enfants, quand on les interroge en fait sur la perception qu'ils ont de leurs parents dans ces situations-là, ils les perçoivent comme psychiquement absents ou négligents. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, cette discontinuité en fait, qui va être induite par les va-et-vient du parent avec son écran, elle va être responsable de la coupure qu'ils vont avoir de l'ensemble des indices qui sont utiles à leur interprétation. Donc ils vont perdre un ensemble d'indices qui est pourtant nécessaire pour décrypter que l'enfant, par exemple, est en situation de détresse et pour être capable de lui répondre une fois qu'on a compris de quoi il a besoin. Donc, on peut vraiment s'interroger si le fait qu'il n'y ait pas cette intersubjectivité, quelles conséquences ça va avoir sur le lien d'attachement. Troisième et dernière type d'étude en fait, qui paraît important pour répondre à notre question de l'impact des écrans sur la qualité du lien d'attachement, c'est la régulation émotionnelle, puisqu'on constate de plus en plus souvent des enfants qui s'opposent, parfois même violemment, à leurs parents quand ceux-ci leur demandent d'arrêter ou de limiter leur temps sur l'écran. Donc on sait que l'apprentissage de la régulation des émotions passe par l'interaction et le jeu, et l'Académie des sciences et d'autres préconisent vraiment aux parents d'apprendre à leur enfant à attendre en ritualisant en fait l'autorisation des écrans à des moments précis de la journée. Et j'ajoute en limitant le temps et en déterminant cette limite de temps avant que l'enfant se mette sur son écran. Donc en conclusion, je vous rassure, je termine. Donc on voit que la théorie de l'attachement, elle vit une évolution permanente, y compris aussi les contextes dans lesquels prend naissance ce lien d'attachement. Bon, l'impact des écrans, c'est une vraie question. C'est vrai que je pense qu'on va commencer à s'y intéresser, puisqu'on s'aperçoit quand même qu'on a des sources d'études qui montrent qu'il pourrait y avoir un impact important, même si, évidemment, il ne faut pas oublier la négligence parentale qu'il peut y avoir à laisser 4 heures par jour un enfant sur son écran. Dans tous les cas, l'écran ne doit pas remplacer les interactions sociales, et on peut faire le pari, avec beaucoup d'espoir, qu'on est rentré dans l'ère de la digital wisdom, c'est-à-dire la sagesse digitale, qui prône un usage raisonné et la responsabilisation
à la fois des parents et des enfants, notamment dans l'apprentissage de la modération. Et là, on peut dire que c'est comme pour le chocolat, même si c'est bon, il faut modérer la consommation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.